Poupidou, 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 pou. Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Bienvenue dans les causeries de la MSH. Donc tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique vient causer sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Alors de quoi allons-nous causer aujourd'hui ? Donc je vais commencer par une phrase. Silence, on tourne. Alors nous allons parler de spectacle, pas de la société du spectacle, mais des sociétés de spectacle. Et plus particulièrement des gens qui font ces sociétés, dont on entend parler souvent, notamment donc aux cérémonies des Césars. C'est souvent le moment le plus intéressant de cette soirée. Alors nous allons parler des intermittents du spectacle. Qui dit intermittent du spectacle dit évidemment régime des intermittents. Alors je suis économiste et donc je vais peut-être avoir tiré un petit peu la couverture à moi et donc parler un petit peu de ce régime des intermittents. Alors qu'est-ce qu'un intermittent du spectacle ? Alors être intermittent, c'est ni un métier ni même un statut. C'est un régime spécifique créé en 1936, d'abord pour l'industrie du cinéma, qui employait un grand nombre de techniciens et de cadres pour des tournages sans pouvoir leur garantir un emploi pérenne. Donc il permet une embauche en contrat à durée déterminée, qui, contrairement au CDD ordinaire, peut être de très courte durée et se renouveler sans limite durant plusieurs années. Alors, entre deux contrats, un intermittent est indemnisé par l'assurance chômage. Alors, le régime des intermittents s'applique aujourd'hui au secteur du spectacle, donc audiovisuel, cinéma, musique, spectacle vivant, et concerne les techniciens et les ouvriers ainsi que les artistes. Alors, toutefois, tous les salariés du secteur ne sont pas intermittents. Un tiers d'entre eux sont affiliés au régime général, qu'ils soient en CDI ou en CDD. En plus, à l'étranger, il y a aussi des statuts qui sont différents. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. Alors en France, environ 255 000 salariés ont cotisé au régime des intermittents. Donc je vous donne les statistiques de 2011. Un nombre en forte croissance en raison de l'attrait des métiers artistiques, puisque ces salariés n'étaient que 50 000 en 89 à avoir cotisé au régime des intermittents, et en 98, 100 000. Donc en revanche, si on regarde du côté des revenus, eh bien, les revenus sont restés assez stables. Donc ce n'est pas étonnant, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus vous avez d'offres, moins vous avez de rémunération. Alors, les intermittents du spectacle sont-ils des privilégiés, comme on l'entend souvent, qui creusent abusivement le déficit de l'assurance chômage ? Alors, on va revenir un petit peu sur l'actualité, sur ce qu'a dit le MEDEF au mois de février, qui proposait effectivement de supprimer le régime d'indemnisation parce qu'il était jugé inéquitable par le syndicat patronal. Alors, comment sont-ils indemnisés ? Alors, pour bénéficier du régime des intermittents, on aura peut-être l'occasion d'y revenir au cours de l'émission. Le droit d'entrée est assez élevé. Il faut justifier de 507 heures de travail sur 10 mois pour les techniciens, 10 mois et demi pour les artistes, avant d'obtenir une allocation de retour à l'emploi, contre 610 heures sur 28 mois pour les salariés du régime général. Alors, une fois atteintes ces 507 heures, soit 3 mois et demi de travail, l'indemnisation dure 8 mois, alors que le régime général est basé sur un jour d'indemnisation par journée travaillée. Donc, pour le MEDEF, effectivement, ce décalage signifie que l'équité entre les salariés n'est pas respectée. Alors, on va peut-être justement justifier cette notion d'équité entre les intermittents et les autres travailleurs précaires. Alors, combien ce régime coûte-t-il ? Puisqu'on on entend beaucoup de chiffres. Alors, la réponse à cette question est assez controversée. Si on regarde effectivement le rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes annonce un déficit d'1 milliard d'euros par an. Donc, la Cour des comptes qui fustige un déficit chronique du régime des intermittents dans son rapport annuel. Alors, c'est la différence entre les 232 millions d'euros de cotisations collectées sur les salariés et 1 milliard 263 millions d'indemnisations qui sont versées. Donc, si vous regardez la Cour des comptes, le rapport de la Cour des comptes, la Cour des comptes qui avance que ce régime représente un tiers du déficit de l'assurance chômage pour ne bénéficier qu'à 3% des demandeurs d'emploi. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses ? Si on regarde effectivement les rapports de l'UNEDIC, qui est l'association paritaire gérant l'assurance chômage, donc l'UNEDIC n'évalue pas le déficit à 1 milliard d'euros. Pourquoi ? Eh bien parce que même si les intermittents revenaient au sein du régime général, il faudrait continuer à les indemniser. Donc grosso modo, l'économie potentielle serait évaluée à peu près 320 millions d'euros par an, c'est-à-dire 3 fois moins que ce que pointe la Cour des comptes. Alors,
comme le MEDEF réclame donc la suppression de ce régime des intermittents, alors est-ce qu'il faut supprimer ce régime des intermittents ? Alors, pour le MEDEF, toutes les mesures d'économie sont bonnes pour réduire le déficit de l'assurance chômage, surtout si elles envoient un signal d'équité. Alors, ils insistent beaucoup sur cette notion d'équité, mais si on regarde donc du côté des défenseurs, ces défenseurs ne manquent pas non plus d'arguments. Alors, pourquoi ? Parce que si on regarde l'assurance chômage est bâtie sur une logique de solidarité interprofessionnelle. Donc, si c'est par solidarité, il est logique que ceux qui connaissent le plus de risques, comme les intermittents, mais également les salariés en contrat à durée déterminée ou en mission d'intérim, il est normal qu'ils bénéficient de l'appui de ceux qui ne connaîtront pas ou peu le chômage. Alors, le deuxième argument, c'est un argument qui est avancé par l'ancienne donc patronne du MEDEF, Laurence Parisot, qui dit effectivement que la culture n'est pas un secteur économique comme les autres. Et donc, Laurence Parisot qui défend le statut des intermittents au nom de la spécificité de la culture. Donc, premier ambassadeur de France, rayonnement et attractivité de notre pays, etc., etc. Alors enfin, le statut des intermittents est une question politiquement épineuse, puisque le secteur culturel est très mobilisé, il a déjà commencé à organiser des pétitions ou à occuper le siège du MEDEF, et le gouvernement ne veut pas revivre le bras de fer de 2003. Ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur cette fameuse crise de 2003, lorsque la précédente tentative de réforme avait abouti à l'annulation de plusieurs manifestations, dont le prestigieux Festival d'Avignon. Alors, quelles sont les pistes de réforme ? Donc même si certains artistes bénéficient de salaires élevés, il est quand même difficile de désigner ce groupe de travailleurs comme des privilégiés, puisque si on regarde le salaire médian, ça s'élève à près de 14 000 euros, alors que la moyenne dans les salariés du privé ou du secteur semi-public est nettement plus élevée, puisqu'elle atteint à peu près plus de 18 000 euros. Donc vous voyez, c'est peut-être une erreur de les prendre pour des privilégiés. Même si je pense que là, on aura peut-être l'occasion d'y revenir avec notre invité. Il y a peut-être des écarts qui sont plus importants. Alors, l'un des leviers pour réduire le déficit du régime serait aussi de mieux lutter contre les abus, notamment de la part des sociétés de production audiovisuelle qui emploient des intermittents pour des postes réguliers, qu'on appelle des permittents. Alors, cette situation arrange à la fois les salariés qui cumulent salaire et indemnité, et les employeurs qui peuvent proposer des salaires modestes en comptant sur ce complément de rémunération. Ça, on entend aussi beaucoup parler des abus qui sont faits, qui profitent un petit peu de ce régime particulier, du régime des intermittents. Alors, si on regarde, ces permittents, ce serait à peu près 4%, selon l'UNEDIC, et selon la Cour des comptes, jusqu'à 15%. Alors, les intermittents, c'est pas forcément seulement que leur régime. Donc ça, c'est, comme je disais donc dans l'introduction, c'est un peu ma déformation d'économiste. Alors pour parler de faire la sociologie de ce groupe des intermittents. Donc pour parler de cette tribu des intermittents, de leur travail, de leurs aspirations, de leurs engagements. Donc nous accueillons aujourd'hui Chloé Langeard. Donc je suis heureux d'accueillir aujourd'hui et que je remercie d'avoir d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors Chloé Langeard est sociologue à l'Université d'Angers où elle enseigne la sociologie de l'art et de la culture ainsi que la sociologie des politiques culturelles. Donc vous me direz si je fais des erreurs. Donc elle est chercheuse au GRANEM, groupe de recherche angevin en économie et management. Et ses recherches en cours portent sur l'analyse des processus, des acteurs et des conflits de l'évaluation dans le secteur culturel. Alors on va parler aujourd'hui de son ouvrage qui est paru en 2013, un ouvrage très récent, intitulé « Les intermittents en scène, travail, action collective et engagement individuel ». Donc ouvrage qui est paru donc au PUR, aux presses universitaires de Rennes. C'est bien ça ? C'est ça. Donc je vous fais un peu le pitch en lisant donc simplement le 4e de couverture. Ça nous introduira un petit peu sur le contenu un petit peu de cette émission. Donc depuis près de 30 ans, l'argument de déficit du régime des intermittents du spectacle revient comme un leitmotiv médiatique et politique, justifiant sa remise en cause. Fruit d'une étude de terrain menée pendant 3 ans, cet ouvrage va au-delà de la polémique suscitée par ce régime d'exception. Il cherche à comprendre l'ambivalence d'un mouvement qui revendique à la fois un système d'emploi hyper flexible tout en s'opposant au néolibéralisme, un élargissement de leur lutte à d'autres travailleurs précaires tout en soulignant leur singularité, et à la fois l'autonomie de la création artistique tout en réclamant l'aide de l'État. Alors, effectivement, nous allons discuter un petit peu de toutes ces contradictions, peut-être apparentes, et on essaiera de comprendre donc cette profonde ambivalence entre
entre les différentes revendications. Alors, j'ai trop parlé, donc Chloé Langère, je vous laisse la parole pour nous présenter un petit peu la genèse de votre livre, ou bien plus simplement de quoi parle votre livre. Merci. Merci aussi pour votre invitation. Alors, de quoi parle ce livre ? Peut-être déjà revenir sur le point d'ancrage de ce livre, donc qui est le conflit des intermittents du spectacle, qui est l'un des conflits, je dirais, le plus long du XXe siècle, puisqu'il a débuté dans les années 80, s'est durci dans les années 90, pour atteindre, on va dire, son paroxysme, notamment durant l'année 2003, puisqu'on a assisté donc à la crise du régime des intermittents du spectacle, et comme vous l'avez justement rappelé, qui s'est traduit notamment par l'annulation de nombreux festivals, dont celui d'Avignon, et qui a donné lieu, je dirais, à une médiatisation d'ampleur. Et donc, du coup, voilà, ce livre, en tout cas, il part de ce conflit-là et il tente d'expliquer les tenants et les aboutissants de ce conflit, mené donc par des salariés qui sont, vous l'avez dit, caractérisés donc par la flexibilité de l'emploi. Et il s'avère que moi, avant de commencer cette recherche, je m'étais intéressée à d'autres types de salariés marqués par la précarité de l'emploi, comme les vendeurs de journaux de rue, ou encore les salariés saisonniers du tourisme d'hiver. Et il me semblait justement important de pouvoir comparer ces différentes populations et notamment de pouvoir les comparer avec des salariés qui avaient réussi à se mobiliser de manière collective et qui avaient aussi réussi, je dirais, à largement médiatiser aussi leurs conflits et leurs revendications. Et puis ensuite, je dirais que ce qui m'a intriguée dans ce conflit social, c'était la teneur, je dirais, des slogans. Puisque à l'époque, en 2003, on entendait culture 30 000 licenciements, dégraissage massif, qui rappelait en définitive les arguments qu'on pouvait retrouver dans d'autres types de conflits sociaux plus ordinaires, notamment lors de fermetures d'entreprises, lors de plans sociaux. Or là, en définitive, bien évidemment, il ne s'agissait pas d'un plan social, mais bien du durcissement des règles d'accès à ce régime d'indemnisation, puisque en 2003, en définitive, les intermittents du spectacle doivent justifier désormais de 507 heures de travail, donc sur 10 mois pour les techniciens et 10 mois et demi pour les artistes, contre 507 heures de travail sur 12 mois précédemment, pour une durée d'indemnisation plus courte de 8 mois contre 12 mois précédemment. C'est ce qui a expliqué donc ces fortes mobilisations que nous avons pu connaître en 2003. D'accord, nous arrivons au terme de cette première partie. Je crois que j'ai un peu trop parlé, mais bon, vous aurez l'occasion de vous exprimer dans la suite de l'émission.
Poupidou, poupidou, Radio Nantes. poupidou. Eh bien, nous parlons aujourd'hui, dans les causeries, nous parlons aujourd'hui du régime des intermittents avec Chloé Langeard, donc qui, à propos de son livre, Les intermittents en scène, qui est paru donc aux presses universitaires de Rennes. Alors, donc, on a parlé. Donc, je pense que le point de départ de votre livre, c'était donc la crise de 2003. Donc, vous allez un petit peu nous parler de la genèse de ce livre et un petit peu de ce qu'il contient et de ce qu'il apporte peut-être de nouveau par rapport donc à la littérature déjà existante. Donc, je pense effectivement donc au livre de Pierre-Michel Menger sur sociologie de la flexibilité, c'est ça ? C'est ça. Donc Pierre-Michel Menger, qui vient d'être élu au Collège de France sur une chaire justement qui concerne donc je crois que les salariés du spectacle. Le travail en créateur. Le travail créateur. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Voilà, donc du coup, pour saisir, moi, les tenants et les aboutissants de ce conflit, qui ont par ailleurs été explicités par Pierre-Michel Menger dans son dernier ouvrage paru en 2005, moi, il m'a semblé important de pouvoir m'appuyer sur ce qu'on appelle l'expérience de ces salariés, à savoir des premiers concernés. Et donc, j'ai opté pour une démarche méthodologique complètement différente, qui n'est pas de s'appuyer sur les chiffres, mais bien d'aller cerner donc l'expérience de ces salariés par donc une démarche méthodologique qualitative, c'est-à-dire par de l'observation directe et participante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire très concrètement que j'ai été suivre les intermittents du spectacle sur le terrain, durant 3 ans, au sein de 2 collectifs, la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France, basée sur Paris, qui a largement fait parler d'elle depuis 2003 et qui fait encore parler d'elle à l'heure actuelle. Et puis l'association TRAC, Travail, Ressources et Activités de Création, basée sur Bordeaux. Pourquoi ces 2 collectifs ? Parce qu'en définitive, ces 2 collectifs n'étaient pas d'accord sur les propositions alternatives au régime d'indemnisation, donc liées aux annexes 8 et 10 des intermittents du spectacle. Donc, il me semblait important de pouvoir aussi comprendre ce conflit de l'intérieur pour effectivement cerner quel rapport ce régime d'indemnisation jouait dans le rapport au travail. Donc, vous avez plongé dans le milieu, quoi. Voilà. Donc, j'ai participé à de nombreuses dans cette tribu. assemblées générales, des manifestations. J'ai aussi participé à des actions coup de poing comme l'occupation de la Comédie Française. Non, j'ai pas été jusque-là. Mais voilà, en tout cas, des actions beaucoup plus musclées sur le terrain, ce qui m'a aussi beaucoup appris personnellement, au-delà de mon rôle de chercheur. Et puis, parallèlement, du coup, j'ai réalisé une 40aine d'entretiens individuels. Et je me suis intéressée à la fois aux artistes, mais qu'on connaît déjà beaucoup, puisqu'il y a de nombreux livres qui portent déjà sur les métiers artistiques, le métier de musicien, le métier de comédien, le métier de danseur, etc. Pour des universitaires. Voilà, ouais. Livre universitaire pour les musiciens, Marc Perrenou, pour les comédiens, Paradise, puis Pierre-Michel Menger, etc., etc. Et par contre, on parlait peu ou pas des techniciens et des ouvriers qui travaillent aussi à la production culturelle. Et donc voilà, moi j'ai souhaité interviewer tous ces individus, quelle que soit leur fonction, quel que soit aussi leur secteur d'activité, puisque je me suis intéressée à des intermittents du spectacle qui travaillent dans le cinéma, l'audiovisuel et puis le spectacle vivant, qu'ils soient syndiqués ou non, militants aguerris, novices, qu'ils aient une 20aine d'années ou une 50aine d'années, qu'ils touchent 400 € par mois ou plus de 3 000 € par mois, vraiment pour, au final, être représentatif de l'hétérogénéité d'un secteur et pas représentative, je dirais, d'une proportion liée à une catégorie administrative fabriquée par les chiffres, c'est-à-dire fabriquée par l'UNEDIC, Pôle emploi, etc. Et puis, du coup, pourquoi est-ce que je défends en tout cas cette analyse qualitative ? Très concrètement, parce qu'à l'époque, il n'existait que des analyses quantitatives. Production de données, à la fois par les organismes sociaux, je l'ai dit, par l'UNEDIC, Pôle emploi, etc. Or, on ne savait pas qui étaient et ce que faisaient les intermittents du spectacle. Et puis, j'ai souhaité analyser non pas les dysfonctionnements de l'intermittence comme a pu très bien le faire d'ailleurs Pierre-Michel Menger, mais vraiment j'ai souhaité cerner le rôle de ce régime d'indemnisation dans des trajectoires professionnelles. Donc, ce qui m'a amené effectivement à être sur cette démarche plutôt qualitative. Alors, dans le livre de Pierre-Michel Menger, c'est surtout sur des statistiques.
Voilà, c'est essentiellement des statistiques, il n'y a pas d'extrait d'entretien individuel, alors que moi, dans mon ouvrage, c'est ce qui en fait sa spécificité aussi, il y a beaucoup d'extraits d'entretien, justement pour pouvoir mieux comprendre de l'intérieur ce que vivent ces salariés. Et notamment comprendre, par exemple, que cette précarité de l'emploi n'est pas vécue comme, en tout cas, on pourrait parler de précarité heureuse, entre guillemets, puisqu'elle n'est pas vécue sous l'angle de l'exclusion sociale, par exemple. Du coup, j'en viens aux grandes idées, on va dire, qui traversent ce livre. La première grande idée, c'est que les intermittents du spectacle, en définitive, constituent bel et bien un groupe professionnel. C'est pas simplement une étiquette administrative, c'est pas simplement un régime d'indemnisation, mais c'est avant tout un groupe professionnel dont le centre de gravité, en définitive, ne réside pas dans l'exercice d'une même activité, bien évidemment, mais je dirais dont le centre de gravité réside dans les différentes épreuves communes qu'ils sont amenés à traverser dans le travail, dans l'action collective et à travers l'engagement individuel. Donc c'est un groupe professionnel extrêmement hétérogène, poreux, puisqu'effectivement, on peut sortir très vite de ce régime d'indemnisation, mais néanmoins cohérent. Et ce que je démontre tout au long de ce livre, c'est qu'en définitive, les frontières entre techniciens et artistes ne sont pas si nettes que ça, que les frontières entre spectacle vivant, cinéma, audiovisuel ne sont pas si nettes que ça. D'abord parce que pour tous les intermittents du spectacle que j'ai interviewés, première épreuve commune, c'est que le travail, il est vraiment considéré comme étant une manière de pouvoir se réaliser, de pouvoir s'exprimer dans ce monde. Et cela, qu'on soit artiste ou technicien. Ce qui explique d'ailleurs que souvent, vie professionnelle et vie personnelle se confondent. Et du coup, par exemple, parmi les intermittents du spectacle que j'ai interviewés, beaucoup connaissent des ruptures familiales. Donc c'est assez symptomatique de cette épreuve. Deuxième épreuve commune, c'est vraiment que le projet se situe au cœur de leur trajectoire professionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est face effectivement à des salariés qui connaissent une discontinuité de l'emploi, mais une continuité de leur activité, du travail. Et donc ce que ça signifie, c'est que ces salariés vont au final intégrer cette incertitude. Ils vont apprendre effectivement à gérer cette incertitude et notamment le temps entre deux périodes d'emploi. L'objectif pour eux étant d'optimiser cette période, c'est-à-dire de pouvoir continuer à se former, à développer leur réseau, leurs compétences, etc. Donc on est vraiment sur du chômage inversé. Ça c'est Dominique Schnapper notamment qui en parlait très bien. C'est-à-dire qu'en définitive on profite de cette période de chômage pour gagner en activité, rester actif, continuer à s'intégrer dans des projets, dans des réseaux, etc., etc. Et puis toujours dans le monde du travail, une épreuve commune qui est cette expérience de travail extrêmement ambivalente. C'est-à-dire qu'on est face, en tout cas quand les intermittents du spectacle dépeignent leur monde professionnel, ils le dépeignent comme étant hyper concurrentiel, très individualiste, beaucoup parlent de mercenaires, et on sent bien qu'au fond, ils rêveraient de beaucoup plus d'égalité dans ce milieu. De même, ils dépeignent ce milieu comme étant profondément hiérarchisé entre les artistes, techniciens, entre les artistes de premier rang et puis les artistes de second rang, et au final, qui rêvent aussi d'un monde sans classe, en tout cas c'est comme ça que je l'exprime dans mon livre, et puis enfin, un monde qui s'organise entre le marché et la puissance publique, mais qui, en définitive, trouve que ces logiques extérieures viennent à chaque fois, on va dire, polluer l'acte de création. Lorsque, par exemple, le marché est trop présent, on parlera de marchandisation de la culture, et lorsque la puissance publique est trop présente, on parlera d'instrumentalisation de l'art par le politique. Et au final, ce que je montre, c'est que ce régime d'indemnisation, il permet de réduire ces tensions. Il permet à ces salariés d'entretenir un rapport structurant au travail, d'avoir du coup une expérience positive de leur travail. J'expliquerai, enfin en tout cas on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis peut-être dernière expérience, épreuve commune, c'est le fait qu'effectivement lors de chaque remise en question de leur régime d'indemnisation, on les prend pour des privilégiés, des fraudeurs, ça c'est une rhétorique qui revient, hein, mais depuis déjà le début des années 90. Donc voilà, ils doivent répondre à chaque fois à un certain nombre d'épreuves communes.
Ok, on va peut-être s'arrêter là pour la deuxième partie de l'émission et on reprendra un peu sur peut-être toutes ces ambivalences entre le vécu et les aspirations. Oui. Voilà. Poupidou, poupidou, Radio Nantes, poupidou, les causeries de la MSH. Eh bien, nous parlons aujourd'hui du régime des intermittents et de leur régime, et nous en parlons avec Chloé Langeard à propos de son ouvrage « Les intermittents en scène ». Alors, donc dans la partie précédente, donc on a un peu parlé un petit peu de la jeunesse de votre livre et puis de tous les aspects importants effectivement de votre méthodologie et de cette population, de cette tribu. Et donc là, effectivement, on va peut-être commencer la troisième partie de cette émission par avoir donner un petit peu quelques éléments sur la structuration effectivement, soit syndicale, soit collective, etc. de cette profession, et ce qui nous permettra peut-être d'aborder un petit peu, de faire une comparaison un petit peu internationale entre différents pays pour voir un petit peu comment on va passer des Césars aux Oscars, alors, on va dire. Oui, tout à fait. Alors, pour expliquer la structuration de ce conflit, là,
là encore, on est face à une structuration un peu hors norme. Alors pourquoi ? Parce que les syndicats ont quand même du mal à se positionner pour défendre au final un système d'emploi hyper flexible. Et puis il a du mal aussi à se positionner parce qu'on n'est pas sur un conflit ordinaire qui oppose salariés au patron. Puisque très concrètement, beaucoup de salariés cumulent le double statut d'employeur et salarié, notamment via les associations loi 1901, où par exemple beaucoup de metteurs en scène, donc ne sont pas présidents de cette association, mais s'auto-emploient à travers cette association et vont employer aussi, bien évidemment, des artistes et des techniciens en tant qu'intermittents du spectacle. C'est à la fois salarié et patron. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, et même dans les actes, ils agissent comme de petits patrons, de petits entrepreneurs. Donc forcément, dans le cadre de ce conflit, les collectifs d'intermittents du spectacle vont poser, je dirais, un défi considérable au mouvement syndical. Alors déjà, par rapport à ce fait-là, qui est que les syndicats ont du mal à se situer dans ce conflit, mais aussi parce que les collectifs ont une structuration beaucoup plus horizontale, beaucoup moins bureaucratique, disposent aussi davantage d'autonomie politique, ce qui leur permet justement d'avoir de faire des actions coup de poing, beaucoup plus médiatisées. Et puis... Oui. Au final, sont assez ouvertes à la pluralité des convictions. Donc voilà, du coup, ces collectifs, au final, très concrètement, concurrencent les syndicats. Et face à ce nouvel acteur démocratique et stratégique, extrêmement stratégique, qui a fait monter en expertise ce dossier, néanmoins ne bénéficie d'aucune représentativité, en tout cas d'aucune autorité représentative, c'est-à-dire qu'il ne siège pas, bien évidemment, aux côtés des partenaires sociaux. Alors par rapport, je dirais, à ce qui se passe au niveau international, concernant en tout cas les salariés du spectacle, ce qu'on retrouve, c'est deux types de modèles. On a le modèle effectivement des salariés aux États-Unis qui sont structurés via des syndicats, donc qui ont un pouvoir de lobby extrêmement important, ce qui veut dire qu'aux États-Unis, 100% de ces salariés sont syndiqués, contrairement en France où le nombre de syndiqués est très peu élevé. D'ailleurs, ils étaient en grève il y a pas très longtemps, dans les années précédentes, non ? Oui, ils ont été effectivement en grève et effectivement, ils ont une certaine puissance de lobbying qui leur permet effectivement d'être entendus et écoutés. À côté de ce modèle-là aux États-Unis se développe aussi un autre modèle, c'est celui du travailleur indépendant qui est pluriactif et qui travaille dans des secteurs, alors soit effectivement reliés au spectacle, mais qui peut être aussi extérieur, bien évidemment, au spectacle. Et puis après, on a un autre modèle qui est celui du salarié permanent. Et là qu'on retrouve, je dirais en particulier en Allemagne, où c'est un modèle qui est financé en particulier par les collectivités. Donc effectivement, au final, on pourrait dire pourquoi pas en France, très concrètement parce que la majorité des intermittents du spectacle, encore une fois, ne rêvent pas de permanence, soyons bien clairs. Et puis par ailleurs, parce que ça ferait un coût supplémentaire aux collectivités qu'elles n'ont pas du tout envie d'assumer. La preuve en est, c'est la position très ambivalente de l'État et l'inexistence, je dirais, des collectivités territoriales dans ce débat, c'est que très concrètement, elles n'ont pas envie, elles défendent en tout cas ce régime d'indemnisation à chaque fois, mais tout en laissant, je dirais, les partenaires sociaux se débrouiller avec ce régime d'indemnisation parce qu'elles n'ont pas envie de supporter ce coût. Alors vous en avez parlé, vous avez parlé de 320 millions d'euros. C'est au final ce que coûterait ce régime d'indemnisation. Cette exception sociale au nom de l'exception culturelle, très concrètement, l'État n'a pas du tout envie de prendre en charge ces 320 millions d'euros au regard notamment de ses finances publiques. Donc voilà, en tout cas, ce qui montre bien qu'on est vraiment face à un conflit social hors norme, puisque, encore une fois, il s'agit de défendre un régime d'indemnisation, c'est-à-dire un régime d'emploi hyper flexible, au nom, alors parfois de l'exception culturelle. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Laurence Parisot, ce qui était assez rigolo, puisque 10 ans auparavant, quand elle était à la tête du MEDEF, bien évidemment, elle n'en parlait pas en ces termes-là. Et puis, en même temps, certains intermittents du spectacle prônent aussi l'élargissement
de ce régime d'emploi Ouais. hyper flexible à d'autres catégories sociales et professionnelles, avec leur slogan tous intermittents du spectacle. Bon, et qui n'est pas sans faire tension au sein même du conflit, puisque très concrètement, la plupart des demandeurs d'emploi et puis des groupes professionnels et sociaux touchés par la précarité de l'emploi vivent cette précarité sous l'angle de l'exclusion sociale, contrairement, encore une fois, aux intermittents du spectacle. Et même à l'intérieur même des intermittents du spectacle, certains défendent davantage, en tout cas ont travaillé à l'élaboration de préconisations et de propositions pour élaborer un statut professionnel propre aux créateurs. Justement en se situant contre cette figure du précaire. C'est-à-dire que pour eux, être renvoyés aux annexes 8 et 10 ne renvoie pas à leur identité professionnelle, renvoie à une image stigmatisante qui est celle donc du demandeur d'emploi qui serait privilégié néanmoins, profiterait du système avec toute cette rhétorique qu'on entend inlassablement depuis plus de 10 ans maintenant à l'heure actuelle. Donc voilà, et du coup, ce qui explique aussi qu'on est sur un mouvement qui, je dirais, vacille entre deux registres de justification, encore à l'heure actuelle, à savoir, est-ce qu'on défend un système d'emploi hyper flexible au nom de l'exception culturelle ? Donc ça, c'est un premier registre de justification des artistes, où là, le bien commun à défendre, c'est la culture, auquel cas, les intermittents du spectacle vont réussir à s'allier avec les enseignants, par exemple, les chercheurs, ou encore les altermondialistes en 2003. Et puis, un autre registre de justification, justement, qui est défendre ce régime d'emploi hyper flexible, mais pour tous les précaires. Et là, au nom de l'exemplarité de droits sociaux, puisque effectivement, au final, ce régime d'indemnisation, c'est une socialisation du salaire qui permet à ces salariés d'être plus libres dans le choix de leur travail. Qui permet aussi de rééquilibrer, je dirais, la relation salariale entre salariés et puis employeurs, et qui leur permet, au final, du coup, de développer, on va dire, un rapport beaucoup plus structurant à leur activité professionnelle, et donc de ne pas subir cette précarité de plein fouet. D'accord. Oui, alors ça c'est très intéressant, mais justement, moi, ce qui m'a intéressé dans votre ouvrage, effectivement, c'est toutes ces contradictions. Comment les gens les vivent un petit peu de l'intérieur, puisque vous l'avez vécu de l'intérieur, je pense. Effectivement, on voit bien moi, ce qui est intéressant, c'est de voir une vision un peu individualiste du salarié, mais effectivement avec une critique aussi néolibérale, enfin du néolibéralisme, même si effectivement je pense que quelque part ils en sont des représentants assez archétypiques à mon avis. Donc effectivement, après la seconde contradiction, c'était quoi ? C'était le fait d'essayer de, alors vous venez d'en parler, d'essayer de s'associer à d'autres professions, mais effectivement la précarité, elle est pas, vous l'avez souligné, elle est vécue de manière complètement différente. On ne peut pas comparer effectivement un salaire précaire ordinaire d'un salaire précaire dans l'art, je pense, effectivement, parce que d'après ce que vous dites, effectivement, ils profitent. C'est comment le chômage le chômage inversé, quoi, voilà. Etc. Et puis, alors la dernière ambivalence que vous soulignez, c'est effectivement, alors ça, c'est peut-être moins incohérent qu'on peut le voir de prime abord, c'est effectivement de revendiquer donc une autonomie de leur acte créateur, et aussi en demandant une certaine protection de l'État. Alors, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce qu'effectivement, là, je pense que ça débouche directement sur ce qu'on appelle le nouveau travailleur. Enfin bon, on aura peut-être l'occasion de parler justement des travaux de Robert Castel là-dessus, sur effectivement ce qu'on appelle les politiques d'activation de l'individu, où effectivement il faudrait que tout individu soit le chief financial officer de sa propre vie, etc. etc. Enfin, c'est le CIO, comme ils disent, de leur propre vie. Et donc on verra effectivement que c'est assez cohérent avec ce que vous dites, parce que effectivement c'est à la fois donc un individu qui se comporte individuellement, mais qui a besoin aussi d'une certaine protection pour pouvoir exprimer cette individualité.
Alors effectivement, moi en tout cas quand j'ai interviewé ces intermittents du spectacle, face à ces ambivalences et à l'ambivalence de leur expérience de travail, on constate aussi beaucoup de souffrance au travail. C'est-à-dire que quand on parle de précarité heureuse, c'est parce qu'il y a ce régime d'indemnisation derrière. Exactement. Bien évidemment que si ce régime d'indemnisation n'existait pas, alors effectivement on serait face à une figure exemplaire du travailleur flexible, inventif, responsable de sa propre trajectoire professionnelle, mais qui aurait un rapport tout à fait aliénant vis-à-vis du travail si ce régime d'indemnisation n'existait pas. Et ce qui leur permet justement, encore une fois, de réduire ces ambivalences liées à leur expérience de travail, c'est ce régime d'indemnisation. Puisqu'au final, ce régime d'indemnisation, c'est un rempart face aux logiques néolibérales, très concrètement. Et puis, c'est ce qui leur permet aussi, encore une fois, d'être considérés comme des salariés, mais tout en ayant des pratiques de travail qui se rapprochent des indépendants. Je sais pas, des indépendants. Donc du coup, effectivement, ce régime d'indemnisation joue pour beaucoup dans cette figure exemplaire du travailleur flexible qui ne peut se comprendre qu'au regard du rôle joué et très important par ce régime d'indemnisation. Alors, ce qui me semble aussi important, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est vraiment le passage emblématique d'une société des places, justement, à une société organisée sur des parcours individuels, et notamment le clin d'œil que vous faisiez à Robert Castel, qui suppose qu'aujourd'hui, on organise, je dirais, la sécurisation des parcours professionnels en fonction, justement, des droits rattachés à l'individu. Et là, forcément, ça change notre perception de ce que peut être aujourd'hui l'État-providence et d'une nouvelle demande sociale qui émerge, notamment de la part des intermittents du spectacle. Eh bien, merci. Donc, on arrive au terme de cette troisième partie de l'émission.
Poupidou, poupidou, Euradio Nantes, poupidou, les causeries de la MSH. Voilà, nous reprenons le cours de notre émission. Donc, on parle du régime des intermittents avec Chloé Langère à propos de son ouvrage Les intermittents en scène. Alors, on a abordé un petit peu dans la partie précédente essayer d'expliquer toutes ces ambivalences, d'autant plus que vous avez donc partagé, je pense, une partie de ce vécu. Hein, et donc, on en est venu à parler effectivement de certaines... Alors, par rapport à ce que vous avez écrit, peut-être par rapport à une réflexion sur peut-être alors, c'est peut-être un peu utopique de penser ça, mais sur éventuellement des pistes de réforme concernant l'État-providence, hein, parce que c'est-à-dire effectivement à travers ce régime alors on va pas appeler ça flexi-sécurité, c'est pas tout à fait le truc, mais effectivement ça pourrait être une sorte de modèle pour éventuellement appliquer un petit peu plutôt que de supprimer le régime de ces intermittents, c'est plutôt d'essayer de savoir comment on pourrait peut-être l'appliquer à d'autres travailleurs précaires, et notamment par rapport à ce que j'ai souligné tout à l'heure, par rapport effectivement à ces changements structurels, hein, qui préconisent plus d'individualisme ou d'individualité, hein, face effectivement aux difficultés du financement de l'État-providence. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette réflexion à partir de votre étude ? Alors oui, effectivement, puisque ce que je montre, c'est qu'effectivement, les intermittents du spectacle constituent un cas singulier et en même temps assez emblématique des transformations sociales qui sont à l'œuvre dans notre société. Très concrètement, quand je parle de la figure du travailleur flexible, autonome, responsable de sa propre trajectoire professionnelle, cette injonction-là à la responsabilité, à la créativité, à l'autonomie, elle n'est pas propre aux intermittents du spectacle. Elle se diffuse très largement au sein de notre société, même, je dirais, à travers des catégories comme celle des ouvriers. Les caissières, il y a un très bon ouvrage qui est sorti sur être en caisse. Très concrètement... C'est qui l'a écrit ? Alors, j'ai plus le nom en tête, mais très concrètement, on voit bien que les ouvriers, les employés sont eux aussi amenés à être de plus en plus responsables, hein, de leur propre travail, de leur propre aussi trajectoire professionnelle qui est ponctuée par divers contrats, des contrats qui peuvent être de plus en plus courts. Et donc, ce qui appelle forcément à une sécurisation des parcours professionnels qui n'est plus attaché à des positions sociales, à des statuts sociaux, mais davantage rattaché à la trajectoire de l'individu, sa trajectoire professionnelle. Et donc, ce qui va appeler à modifier, je dirais, dans les années à venir, ce rôle de l'État-providence, qui était construit sur des statuts sociaux. Et ce, d'autant plus que le chômage... à l'heure actuelle, n'est plus simplement une affaire de conjoncture, qu'il devient de plus en plus structurel dans des secteurs organisés, là encore, par projet, c'est-à-dire qui fonctionnent de manière structurelle sur des projets. Et donc, une fois que le projet est terminé, forcément, l'emploi se termine aussi. Donc très concrètement, ce cas des intermittents du spectacle est assez emblématique d'une nouvelle société de salariés, donc employés à être de plus en plus autonomes et responsables de leur propre trajectoire professionnelle, et en même temps qui courent de plus en plus le risque d'être au chômage. Donc il y avait déjà ce premier point. Et puis, une émergence, en tout cas qu'on voit poindre à travers le conflit des intermittents du spectacle, qui est celle de la revendication, donc une nouvelle demande sociale, à savoir la reconnaissance d'un temps subjectif hors emploi. C'est-à-dire, en définitive, d'un temps qui n'est plus lié à la subordination de l'employeur aux salariés, d'un temps qui permet de rééquilibrer justement le rapport salarial employeur-salarié, très concrètement, qui permet aussi d'opérer des choix dans ces emplois, d'être plus circonspect par rapport aux choix qu'on peut faire dans ces emplois, et qui, là encore, fait penser qu'on est vraiment dans une société où, en tout cas, on est face à une société d'individus, hein, et non plus de groupes sociaux, et donc
aujourd'hui, effectivement, il faut trouver une sécurité de l'emploi qui soit adaptée à toutes ces trajectoires professionnelles fortement individualisées. C'est-à-dire que parmi moi, tous les intermittents du spectacle que j'ai pu interviewer, je n'ai pas trouvé un seul parcours professionnel qui était semblable à un autre. Donc, très concrètement, ça demande aussi, effectivement, d'aller regarder du côté de la flexicurité, alors sans forcément imposer un modèle qui viendrait des pays du Nord à notre pays, puisque chaque pays a ses propres spécificités, sa culture, etc. Et puis, encore une fois, parce que certains salariés postent encore que le plein emploi, et en tout cas valorisent ce plein emploi, et ne vivent pas du tout, encore une fois, la précarité de la même manière que les intermittents du spectacle. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, notamment au regard d'autres professions, comme celle des journalistes, des pigistes, ou encore, j'en parlais tout à l'heure, mais des chercheurs post-doctorants qui ne sont encore pas en emploi et donc qui n'ont encore pas ce statut de maître de conférence et donc ce statut de fonctionnaire, mais qui, pareil, en définitive, connaissent de nombreux emplois, de nombreux employeurs et qui, entre deux périodes d'emploi, vont travailler à la valorisation de leurs résultats, vont travailler pour s'intégrer dans d'autres projets de recherche, etc., etc. Donc, je crois qu'on n'est pas du tout dans une société qui serait marquée par la fin de la valeur travail, comme ont pu le dire certains chercheurs et intellectuels, en particulier Dominique Méda. Mais bien au contraire que le travail est de plus en plus... Qu'est-ce que tu entends par là, la fin de leur travail ? C'est-à-dire qu'en définitive, effectivement, le travail n'aurait plus de valeur en soi, alors que ce que je montre à travers... C'est tout le contraire. À travers notamment le cas des intermittents du spectacle, c'est qu'il prend de plus en plus d'importance, de place, même dans notre vie personnelle, puisque en définitive, en tout cas, il a un pouvoir de réfraction sur notre propre identité, même personnelle. Ce que je fais doit ressembler à qui je suis. Et donc, on n'est pas du tout sur la fin de la valeur travail. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est peut-être penser à une autre manière de valoriser le travail autrement que par l'emploi. Et donc, là, forcément, alors pour un économiste, ça pose question. Comment faire ? J'aimerais bien aussi avoir le regard d'un économiste, mais il est clair qu'aujourd'hui, le travail, il est valorisé par l'emploi pour un salarié. Comment est-ce qu'on pourrait le valoriser autrement ? Et je sais qu'il y a des économistes qui travaillent dessus, notamment dans le champ de l'économie sociale et solidaire, notamment qui travaillent sur comment valoriser au final, par exemple, le travail bénévole au sein d'une association, donc autrement que par cette piste de l'emploi. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on est face à un défi, qui est de trouver de nouveaux mécanismes de solidarité, mais qui seraient davantage adaptés à la trajectoire professionnelle de chaque individu et donc qui seraient bien évidemment rattachés à cette trajectoire professionnelle qui est de plus en plus individualisée. Dernière question peut-être que ça pose, mais là qui va nous faire revenir sur les intermittents du spectacle. C'est aussi se poser la question du coût du travail et quel coût, au final, l'État, les collectivités territoriales, mais n'importe quel citoyen lambda est prêt à supporter pour aussi connaître ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir une société culturelle foisonnante. Parce que bien évidemment, bien souvent, on oublie que cette culture a aussi un coût et qu'il faut savoir supporter, que la collectivité doit aussi supporter. C'est une justification qui est donnée en disant effectivement l'État finance le déficit, mais c'est sa contribution à la culture. On peut le voir comme ça. Oui, et d'autant plus qu'on a appris là dernièrement en janvier que la culture apportait beaucoup, 7 fois plus que l'industrie automobile. On parle d'un PIB culturel évalué à 3,2% du PIB national, ce qui n'est pas rien. Donc voilà aussi comment le ministère justifie, je dirais, cette exception sociale au nom de l'exception culturelle. Bien, merci. On arrive au terme de cette émission, mais avant qu'on se quitte, j'aurais peut-être une dernière question. Comment c'est... Bon, votre approche méthodologique est intéressante. Bon, c'est vrai que pour un économiste, c'est un petit peu un monde nouveau. C'est-à-dire, c'est effectivement cette façon d'enquêter, c'est-à-dire sur le terrain, avec effectivement le fait de
S'immerger. De s'immerger, effectivement, je cherchais le mot, de s'immerger dans... Et comment ça s'est terminé, cette histoire ? Pas très bien. Ah oui. Pas très bien, puisqu'en 2006, en fait, la coordination proclamait sa dissolution et qu'au final, j'ai assisté à cette dissolution. Et donc, très concrètement, on a remis en question mon rôle de chercheur. Qui a remis en question ? Les militants de la coordination. Alors, ils n'étaient plus qu'une petite dizaine. Et forcément, ils étaient sous tension, puisque ça faisait 3 ans que le mouvement existait, qu'ils étaient engagés complètement dans la lutte. Parfois, ils avaient abandonné leur métier. Et donc, effectivement, ils m'ont demandé d'écrire ma thèse à ma place, quoi. C'était quelque part ça. Et donc, j'ai refusé. Et j'ai senti vraiment que la relation de confiance qui avait pu s'installer, et qui est toujours très difficile, je dirais, à instaurer, au final, s'était rompue. Mais depuis, c'est renoué d'autres manières, notamment via la publication de ce livre. Bon, il faudrait peut-être remercier au César. Je remercie Chloé Langeard. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, donc, je rappelle le titre de l'ouvrage de Chloé Langeard, Les intermittents en scène, travail, action collective et engagement individuel. Donc, un ouvrage paru en 2013 aux presses universitaires de Rennes. Donc, je termine en général par une citation. Donc, celle d'aujourd'hui, je l'aime bien, c'est-à-dire celle tirée du cinéma, puisque c'est donc le sujet de l'émission. C'est Vittorio Gassman qui disait « Nous devrions avoir 2 vies, une pour répéter notre rôle, l'autre pour le jouer ». Voilà, merci. Merci.